amis de TV Liberté, bonjour. Nous filons au théâtre aujourd'hui avec Corentin Stemler et Guillaume Bernard, qui n'est pas présent dans le studio, mais qui est à côté de nous tout de même, pour une pièce de théâtre qui s'appelle L'Empereur et les Brigands, le théâtre de l'histoire. C'est publié aux Nouvelles Éditions Latines. Et c'est 109 pages de pur bonheur. En tout cas, cela a été le mien. Bonjour Corentin Stemler. Bonjour Anne. Alors, Guillaume Bernard est docteur en histoire, bien connu et qui a déjà publié beaucoup de livres très importants. Vous-même, vous avez été un élève de Guillaume Bernard, et vous êtes par ailleurs, faites partie de l'équipe du Puy du Fou. Vous faites aussi partie de l'équipe d'Amaclio, qui est cette société qui fait des spectacles magnifiques dans différents endroits. Alors, les Invalides ? Comme le spectacle des Invalides, effectivement, le parcours nocturne de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Oui. Voilà, c'est vraiment une société qui s'est spécialisée dans les lieux d'exception, les lieux particulièrement importants du patrimoine français. Voilà, et vous faites partie de leur équipe. Et l'idée, alors comment vous est venue l'idée de cette pièce, L'Empereur et les Brigands ? C'est Guillaume, c'est vous, comment ça s'est passé ? C'est une idée, je crois qu'au début, j'ai eu quand je suis arrivé comme étudiant à l'ICES en Vendée, oui. Dans la ville de La Roche-sur-Yon, parce que la ville de La Roche-sur-Yon, oui. En son centre, il y a la grande place, la place Napoléon, avec une statue de Napoléon à cheval. C'est ce qu'on apprend. La Roche-sur-Yon est une création de C'est Napoléon. Une création, il y avait un petit bourg en fait, oui. Et Napoléon a vraiment fondé cette ville, il l'a dessinée, c'est un échiquier ceinturé par de larges boulevards. Et quand on vit à La Roche-sur-Yon, forcément, on s'intéresse au personnage de Napoléon, oui. Et très rapidement, connaissant déjà l'histoire de la Vendée militaire, de la guerre de Vendée, oui. Je me suis interrogé sur le rôle qu'avait pu avoir Napoléon là-dedans. Donc j'ai cherché et je me suis rendu compte qu'en fait, le rôle de Napoléon, même si lui n'a pas participé aux guerres de Vendée, il a été très important dans la reconstruction de la Vendée par la suite, par exemple avec la fondation de La Roche-sur-Yon. Et j'ai commencé à imaginer un spectacle sur Napoléon et la Vendée. D'accord, très très bien. Alors, ce qui m'a plu dans ce texte, dans ces 109 petites pages, c'est ce dialogue très concentré entre Napoléon et un lecteur. Un lecteur d'hier, un lecteur d'aujourd'hui. Et il y a un petit côté Anouilh dans votre pièce. Vous savez qu'Anouilh a écrit des tas de pièces avec des personnages sortis hors du temps ou des contemporains qui jugent l'histoire d'il y a un siècle ou 2 siècles. Ce qui était d'ailleurs un peu le rôle du cœur dans une tragédie grecque. Tout à fait. C'est une vieille histoire. C'est un vieux procédé. Le personnage du lecteur, effectivement, permet d'amener des éléments avec vraiment une mise en perspective historique. Et notre rôle du lecteur, finalement, c'est l'opposé complet des chantres de la cancel culture actuelle. C'est-à-dire qu'il s'agit de porter un regard interrogateur sur notre histoire. On va pas l'appeler cancel culture parce que je n'aime pas qu'on parle anglais. Alors bien que l'idée soit américaine et que tout ce crétinisme nous vient de là-bas, mais on va dire la culture d'annulation, la culture de la déconstruction. La déconstruction, voilà, la déconstruction. Et contrairement à ces gens-là, finalement, notre personnage du lecteur, lui, il porte un regard interrogateur sur l'histoire. Mais il n'est pas en train d'en faire le procès. Il va demander à Napoléon pourquoi est-ce qu'il a posé certains actes, pourquoi est-ce qu'il a voulu indemniser la Vendée. Il va apprendre également à Napoléon ce qui s'est passé par la suite, en Vendée comme dans le reste de la France. Mais l'idée n'est vraiment pas d'en faire un procès, simplement c'est une interrogation historique sur ce personnage de Napoléon et sur ce que 2 siècles après il peut encore susciter comme passion en fait autour de son œuvre. Alors, c'est pas une condamnation, mais enfin, ça y ressemble. Hein. Moi qui ai... j'ai fait une précédente émission avec Thomas Flichy de la Neuville qui s'appelle Napoléon et l'Empire,
qui dit absolument la même chose que vous dans ce texte. Donc, si vous voulez, quand deux livres se suivent et disent exactement, donnent le même message, c'est quand même assez flagrant. Et loin des grands livres à grand tirage, des turiféraires habituels du sieur en question. Et ce sont des livres perlés tous les deux, avec des arguments extrêmement pointus, et tout de même le constat et la conclusion n'est quand même pas très positive. On laisse le lecteur se faire son avis ensuite aussi. Oui, mais c'est vrai que le regard qu'on peut porter sur Napoléon est justement parfois surprenant parce qu'on fait l'exact inverse de ce qu'il se fait en ce moment dans la critique de Napoléon. En fait, on critique Napoléon pour de mauvaises raisons, alors que je pense qu'il y a plein d'autres raisons et que la critique qu'on fait de Napoléon est une critique finalement droitière de Napoléon. Et on ne se laisse pas dicter le débat par les chantres de l'idéologie de la déconstruction. Absolument, absolument. Alors, j'ai envie de lire les dernières pages de ce petit livre parce qu'en fait, elles campent bien le décor. Le lecteur. Légende du siècle, vous avez eu droit à une sépulture à la taille de votre extraordinaire renommée. Ne faudrait-il pas rendre la pareille aux martyrs de la Vendée ? Napoléon pensif. Je l'approuve. Pour vous, ce ne serait que justice. Pour moi, un symbole de réconciliation et de refondation. Et le lecteur, pour tous, un moyen d'enracinement et de sacralité. Après tant de temps, il faut que la Vendée puisse pardonner. Et Napoléon, il est vrai que pour qu'elle puisse accorder son pardon, encore faut-il qu'il lui soit demandé. Là, vous plantez le décor, finalement, on est toujours en guerre. Et d'ailleurs, le succès des livres de Raynald de Sécher le montre bien. C'est comme pour le génocide arménien, rien n'a été dit, rien n'a été fait, aucun pardon n'a été, aucune excuse n'a été présentée, on reste dans le déni en fait. C'est tout le problème de la Vendée, et effectivement, vous l'avez cité, c'est ce que montre Raynald Sécher, c'est qu'on est passé d'un génocide à un mémoricide. On a voulu effacer la mémoire, et Philippe de Villiers aussi le rappelle quand il explique le contexte dans lequel il a créé le Puy du Fou. Il disait les Vendéens étaient interdits finalement d'histoire, de mémoire, et ce récit-là des guerres de Vendée, il y a encore quelques décennies, on ne voulait pas l'entendre. Et sans cette mémoire, sans la reconnaissance du génocide qui a eu lieu en Vendée, on ne pourra pas faire de réconciliation en fait de l'histoire parce que les Vendéens ont été non seulement massacrés, mais on a voulu aussi les rayer complètement de l'histoire de France. Alors, l'idée est belle et noble, mais est-ce que je vais vite en besogne, mais est-ce que la République, qui a toujours éliminé tous ceux qui n'étaient pas elle, c'est son ADN, est-ce que la République va le faire ? C'est absolument... Alors, je ne pense pas que la République le fera, alors qu'elle pourrait commencer par annuler les décrets qui sont encore en vigueur, qui ont décidé, qui ont mené à l'extermination de la Vendée. Ensuite, que la République le fasse ou pas de manière officielle, je ne sais pas si c'est le plus important. Le plus important est que dans l'opinion publique et dans la culture générale, on puisse parler et étudier cette période historique. Et un abbé en Vendée m'en parlait il y a quelque temps. Dans le village de la Gaubretière, vous aviez pendant la guerre de Vendée 1500 habitants. Sur les 1500, il y en a 1300 qui ont été massacrés. C'est énorme. C'est une des villes où il y a eu le plus de massacres. Mais c'est tout près du Puy du Fou. C'est tout près du Puy du Fou. Mais il y a une petite chapelle. Ça, c'est au Luc-sur-Boulogne. Non, je ne suis pas allée au Luc-sur-Boulogne. Bon, continuez. Et 200 ans plus tard, les collégiens, les lycéens de la ville de la Gaubretière ont célébré le bicentenaire de la Révolution. Ouais. Et vous voyez bien qu'en 200 ans, il y a quand même un oubli fantastique qui s'est fait. Il ne s'agit pas d'être en sécession avec la République, mais on ne peut pas, à la Gaubretière en Vendée, célébrer le bicentenaire de la Révolution. Ça n'a aucun sens. Bien évidemment. Alors, on m'a signalé
que des personnes plus âgées que moi m'ont signalé que dans leur jeunesse, les massacres de la Vendée n'étaient pas occultés comme ils le sont aujourd'hui dans nos livres. C'était beaucoup plus... il y avait une histoire beaucoup plus véridique. En fait, il semblerait que ce soit un mouvement plus récent. Il y avait aussi, je pense, une forme de légende sur la Vendée. Il a fallu quand même des travaux universitaires assez poussés, initiés par Reynald Secher, pour avoir des éléments, beaucoup plus d'éléments factuels en fait. Il y avait déjà toute une littérature sur la guerre de Vendée, mais il s'agissait maintenant de la vulgariser et puis de la préciser, d'en dessiner les contours. Et c'est d'ailleurs un travail qui n'est pas terminé. Alors revenons à La Roche-sur-Yon, parce que je ne connais pas cette ville, mais je rêve d'y aller très vite. Il explique son plan. Le lecteur, un peu ironique, vous veniez d'être proclamé empereur et vous vous êtes immédiatement pris pour un bâtisseur. C'est vrai, il se prend un peu pour César, il se prend un peu pour un empereur romain. Et comme à mon habitude, je n'avais rien... Et alors ça, c'est Napoléon. Oui, et comme à mon habitude, je n'ai rien laissé dans l'ombre. J'ai, dans mes directives, descendu jusqu'au détail. Le plan de ma ville était conçu comme un échiquier ceinturé par de larges boulevards, formant un pentagone. En son sein devait être construit l'hôtel du préfet, une caserne, un palais de justice, un hôpital, un lycée et une église. Tous les instruments de la puissance et de l'ordre public. C'est quand même étonnant, cette phrase. Il crée tous les instruments de la puissance et de l'ordre public. Il tient en main, donc, la vie de toute la ville. Tout est dit. Mais c'est assez représentatif de l'œuvre... de l'œuvre de Napoléon, avec la rédaction aussi du Code civil. Il s'agit en fait de créer une société de manière artificielle, et La Roche-sur-Yon, c'est tout à fait ça. C'est que il n'y a plus l'église qui a été construite depuis 500 ans, les bâtiments qui ont été construits au fil des siècles. On arrive et puis on crée tout et on a une ville artificielle, mais dans laquelle, selon Napoléon, il y a tout pour en faire une cité exemplaire. Et la création de la ville de La Roche-sur-Yon s'est faite de manière assez artificielle parce que Napoléon a pris la carte de la Vendée et il y avait déjà une grande ville qui aurait pu être le chef-lieu du département, Fontenay-le-Comte, mais Fontenay-le-Comte était à plus d'un jour de cheval de l'ensemble du département. Donc on a pris un point au milieu, La Roche-sur-Yon, un petit bourg, et on a créé une ville. C'est assez représentatif de l'œuvre de Napoléon dans l'esprit. Alors, vous abordez la restauration de la liberté de culte, et là aussi, vous soulignez le petit côté hypocrite. Il faut que je leur rende la liberté de culte, en quelque sorte, sinon je n'aurai jamais la paix. C'était nécessaire pour Bonaparte de pouvoir pacifier la France de l'intérieur, et pour lui, la pacification devait passer par la paix religieuse et par la liberté de culte. Et il a réussi à faire une synthèse assez incroyable, qui était d'un côté de rétablir la liberté de culte, de mettre fin à la déportation des prêtres réfractaires, mais de l'autre, d'assurer la propriété aux personnes qui avaient racheté des biens de l'Église qui avaient été vendus, les biens nationaux. Et il s'est mis en fait tout le monde de son côté. Il avait besoin d'assurer une forme de stabilité pour enraciner son régime et pour pouvoir aller mener des campagnes extérieures. Oui, alors vous faites bien de signaler tous les accapareurs de biens nationaux, enfin tous ces gens qui ont acheté des églises, des prieurés, de façon fort malhonnête, puisque c'était un patrimoine qui n'est pas cessible. Alors, il y avait déjà exactement ce que vous dites, et en plus de ça, quand on fouille un peu dans l'histoire de la Vendée, par exemple, dans la ville de Pouzauges, c'était le frère d'un député qui a racheté la moitié des biens et qui est devenu richissime, donc c'était en fait une malhonnêteté à tous les étages, mais ces gens-là ont pu garder leurs biens. Une fois que Napoléon était arrivé au pouvoir, il leur a assuré que les biens ne seraient pas réclamés par l'Église. Ce qui est enfin, c'est un arrangement avec les petites combines tout à fait contemporaines. Oui, ça peut rappeler effectivement des faits politiques récents. Moi, c'est un travers que j'aime. À chaque fois que je lis un livre sur le passé, je pense toujours à notre époque. Mais on la retrouve, notre époque. Là, je pense que la perversité humaine, en fait, elle est intemporelle et on retrouve des mécanismes assez similaires. Absolument. Alors, quant à cette histoire d'église, il va
le lecteur nous dit bien, la concorde ne fut cependant pas totale. Vous avez obtenu du pape qu'il ordonne à tous les évêques de démissionner. Donc, notre Napoléon commande au pape. Alors, il commande au pape et il veut en être légal, en tout cas sur ce qui concerne la nomination des évêques, parce que les évêques devaient être doublement nommés. Ils étaient nommés spirituellement par le pape et ils étaient également validés, si on peut dire, administrativement par l'État. Donc, ce qui est le cas aujourd'hui. Et ce qui pose un petit problème quand même. Tout à fait. Les évêques sont donc dans la botte du gouvernement. Quand tout va bien, c'est pas un souci, mais effectivement, le jour où il y a des désaccords... Où des lois complètement contre nature sortent, ça pose problème. Complètement. Et alors, lisez le livre de Thomas Flichy de La Neuville, vous allez vous régaler. C'est chez Dominique Martin-Morin, parce qu'il y a une présentation de ces rapports entre le pape et Napoléon. Il y a une conversation entre le pape et Napoléon à Fontainebleau, puisqu'il a quand même le culot de prendre le pape en otage et de le mettre prisonnier pendant 4 ans, 4 ou 5 ans à Fontainebleau. Et alors, c'est une diarrhée verbale, toute italienne, et le pape ne dira que 2 mots. Le premier, c'est commediante, et le second, c'est tragediante, avec beaucoup de réserve. Enfin, voilà pour la soi-disant restauration du culte, qui est un travail à la Potemkin, quoi. On maquille les murs pour faire semblant. Oui, c'est exactement ça. Il veut devenir le maître de l'ordre social. Là, il y a un petit côté... Alors, vous allez expliquer, et là, vous faites un travail remarquable. Vous montrez bien, d'abord, qu'il sauve la Révolution. Complètement, il sauve la Révolution, il la fixe à ses principes, et là où la Révolution aurait pu finir par se retourner contre elle-même, Napoléon l'enracine. Il y met fin, mais il l'enracine de manière ferme et définitive. Il la structure, il lui donne effectivement tous les instruments pour qu'elle puisse perdurer jusqu'à aujourd'hui. Oui. Absolument. Vous faites bien de le dire. Nous sommes dans l'après-89 et nous subissons et 89 et Napoléon. Ça fait quand même 2 condamnations, ça fait quand même beaucoup, je trouve. Ça fait beaucoup. Et alors, vous montrez bien comment c'est la loi du plus fort qui l'emporte. Alors d'abord, vous montrez le scandale qu'est ce couronnement. Le couronnement, il s'auto-couronne. Il n'est pas le représentant de Dieu sur terre, non. Il a en fait utilisé tout le décorum de l'Ancien Régime au service de son empire, mais il s'agit bien d'une politique des apparences. Il a complètement rompu avec le classicisme, que ça soit d'un point de vue social, d'un point de vue juridique, et d'un point de vue de l'organisation en fait de la société. Et je ne sais pas s'il pensait se mettre dans la poche tous les royalistes, toute l'aristocratie qui appelait encore de ses voeux la restauration. Et les paysans. Oui, alors c'était peut-être plus effectivement pour les paysans. Une unanimité extraordinaire. Ça lui permettait effectivement d'incarner une figure de chef, une figure d'autorité, et de rappeler à certains l'Ancien Régime. Mais c'était dans les apparences, et ça n'a d'ailleurs pas perduré parce que c'était pas sur des bases solides tout ça. Alors le lecteur s'exprime. Tous les royalistes, les blancs, ceux-ci pouvaient peut-être à la rigueur vous accepter Napoléon comme homme d'État de génie, mais ne pouvaient pas tolérer votre prétention à dépasser la monarchie royale par un empire et à en usurper les rituels sacrés. Tout est clair et tout est dit. Mais ce qui est intéressant, c'est que pourquoi est-ce que Napoléon est un usurpateur? C'est qu'il n'est pas au service du bien commun. Il ne représente pas Dieu sur la terre. Il est
au service de son propre génie, et c'est lui qui va tout organiser. Alors tout à fait. Ce qu'on peut quand même lui reconnaître à son crédit, c'est que dans une période qui était trouble pour la France, il en a quand même assuré la stabilité, la continuité et la grandeur. Mais effectivement, vous l'avez souligné très justement, le ver était dans le fruit dès le début. Oui. Ça n'était pas un régime qui était fondé sur la recherche du bien commun, malgré toutes les apparences qu'il pouvait y donner. Ça n'a pas remplacé finalement l'ancien régime, ça a continué la révolution d'une autre manière. Et alors là, vous avez une démonstration très bonne, et on ne peut pas s'empêcher de le lire au lendemain d'élections aussi ridicules, puisqu'il y a eu 67% au moins d'abstention. Et donc, on a un gouvernement qui ne représente absolument plus rien et qui devrait démissionner. Et ça, c'est très, très intéressant. Le régime de l'ancienne France n'était pas qu'une simple monarchie. C'était une royauté sacrée, subordonnée à un ordre qui lui était supérieur. Depuis 1789, tous les régimes, et donc aussi le vôtre, ne trouvent leur fondement qu'en eux-mêmes, leur finalité que dans une quête éperdue et jamais achevée du progrès, et leur régulation que dans les rapports de force. Le pouvoir arrête le pouvoir. La liberté s'arrête ou commence celle d'autrui. Mais quelle horreur! Si autrui vous laisse faire, ou si vous arrivez à le contraindre, rien n'oblige à s'arrêter. La loi du plus fort, la loi des plus nombreux. Et on y est. Avec, bien évidemment, toutes les lois qui ont été votées, qui sont antinaturelles. Et vous concluez, les brigands ont été là pour dire à la face du monde qu'il existe un ordre des choses. Ils ne vous ont pas laissé faire impunément et ils ne vous laisseront, vous et vos semblables, jamais faire. Napoléon sarcastique, et jusqu'à présent vous avez toujours perdu, et le lecteur, nous avons toujours perdu, tout perdu, mais fort l'honneur. Donc, c'est très beau comme dialogue. Le théâtre est quand même fantastique. Ça permet effectivement de créer de l'émotion sur des sujets qui sont pourtant intellectuellement assez denses, mais de les rendre vivants et puis de proposer autre chose que simplement de l'analyse, par le dialogue, par la dialectique, essayer de comprendre, essayer d'amener des arguments. Ouais. Alors, vous offrez même le luxe de citer un texte de Babeuf. Alors, rappelez-nous cette histoire de Babeuf, dont notre ami Reynald a beaucoup parlé. Vous pouvez relire le passage ? Oui, absolument. Alors, Napoléon, que vouliez-vous que je fisse? Que je proclame qu'une politique délibérée de destruction systématique avait été mise en œuvre par la Convention elle-même? Le lecteur. Oui, la guerre civile commencée en mars 1793 s'est transformée en une guerre d'anéantissement. D'abord limitée aux hommes, pris les armes à la main en août, et elle fut ensuite 2 mois plus tard, étendue à toute la population et même à ses biens. Il prend un livre. Gracchus Babeuf, dès 1794, avait bien analysé cette évolution. Ouvrez les guillemets. Il n'était point dit de recevoir à conversion, d'admettre au giron de la République, quiconque aurait mis bas les armes et serait venu s'y présenter. Non, il était prescrit de tout tuer, tout brûler. Personne n'était plus censé, ne pouvait plus être cru, fidèle ou capable de se rendre dans ce pays déclaré en rébellion. Alors là, on est vraiment dans une volonté d'anéantissement total. Oui. C'est la consécration de pas d'ennemis pour les ennemis, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Et la guerre de Vendée, qui a commencé de manière insurrectionnelle, s'est vraiment transformée en un massacre systématique. Et c'était les instructions qu'avaient les colonnes infernales quand elles sont venues en Vendée. Il ne s'agissait pas à ce moment-là d'attaquer les personnes qui avaient les armes à la main. Il fallait tout détruire, tout brûler, y compris d'ailleurs
ceux qui, jusqu'à maintenant, avaient montré de la sympathie pour la Révolution, pour les nouvelles institutions. Il fallait, en fait, régler le problème. Et régler le problème, c'était le rayer de la carte. Donc en fait, la Vendée, en cela, est un drame, et elle montre bien la folie de la Révolution quand elle est poussée à son paroxysme. Et dès 1793-1794, effectivement, il était déjà possible de constater qu'on n'était plus sur une guerre, on était sur une volonté de massacre généralisé. Mais le problème, vous parlez de la Révolution, mais le problème, c'est que c'est l'ADN de la République. Elle élimine ce qui la contredit. Elle élimine ceux qui véhiculent un autre langage qu'elle. C'est systématique, nous le voyons tous les jours. Elle a éliminé tous les médecins qui disaient « attention, l'épidémie, ceci, l'épidémie, cela ». Elle élimine les penseurs, les essayistes, les journalistes qui ont une autre position que la sienne. C'est l'élimination systématique, quotidienne et répétée. C'est ça le drame. C'est pas un livre historique, c'est un livre contemporain. On voit le scénario qui se répète chaque matin. Il suffit aujourd'hui d'être en désaccord avec le gouvernement pour devenir un ennemi de la République, oui. Et ce qui, dans leur esprit, est un ennemi de la France. Heureusement, ce sont deux notions qui sont quand même distinctes. Oui, mais la France, vous avez remarqué, a disparu. D'abord, on parle du territoire, ce qui est quand même inouï, le territoire, on ne parle plus de la France, et on parle sans arrêt des valeurs de la République. Ce ne sont pas les valeurs de la France. Mais vous savez, puisqu'ils veulent la République, qui nous laisse la France, et ça nous va très bien comme ça. C'est très joli. J'aime votre énergie et votre espérance. C'est très beau comme réplique. C'est une réplique de théâtre aussi, ça. On en fera une pièce. Oui. Alors, vous nous donnez le texte de la cérémonie des adieux, qui doit peut-être être encore dans le spectacle de Amaclio aux Invalides, non ? Je crois que dans le spectacle est évoqué effectivement cette période-là. Je ne sais pas s'il y a le texte. Oui. C'est sûr que dans le théâtre, c'est plus facile de faire un texte plus conséquent. Sur du spectacle, ça passe plus vite, il y a beaucoup d'images. Voilà. Mais c'est un moment fort, effectivement, ce moment où Napoléon comprend que finalement, c'est la fin pour lui, et qu'il fait ses adieux à sa garde. Oui. Et je pense que c'est un passage assez émouvant de la pièce. Alors, je vais vous dire, moi je l'ai vu, on m'a emmené parce que vous savez, les Sangs et Lumières aux Invalides, ça fait longtemps que ça dure. Et on m'a emmené, j'avais peut-être 12, 13, 14 ans, on m'a emmené à ce Sang et Lumières, et j'étais en larmes, et j'étais très émue et tout. Mais rétrospectivement, c'est une exploitation sentimentale d'un personnage qui joue une comédie extraordinaire. Alors, il aime ses hommes, ça c'est sûr, mais enfin, il a tout de même dit qu'il voulait en face de lui que des robots, il voulait que des numéros. Tout individu, tout général officier, et probablement même homme de troupe, qui le contrait un tout petit peu ou qui marchait un tout petit peu de travers, il était éliminé dans la minute. Donc si vous voulez, on a affaire à quand même un grand acteur, comme dit le pape. C'est vrai, mais par ailleurs, il avait, je pense, vraiment de l'admiration pour le courage, pour la bravoure. Et il le dit d'ailleurs dans ses mémoires, même il parle de Charette. Oui. Et il dit qu'il admirait Charette pour son caractère, pour son audace, pas forcément pour ses idées. Oui. Donc, c'est un batailleur, il aime bien ceux qui se battent. Enfin, il fait tuer... il fait assassiner Frotté, il fait assassiner Cadoudal, il fait assassiner tout le monde. Enfin, je veux dire, c'est... Oui, puis même dans la manière de disposer des troupes, effectivement, dans les campagnes, ça a été, effectivement... Et puis cet amour pour ces hommes, dans ce discours des adieux, et il a tout de même dit à un officier qui était à côté de lui, au soir des champs de bataille, au soir des batailles effroyables qui laissaient des milliers de morts et de blessés, de grands blessés sur le sol, il a tout de même dit une nuit de Paris remplacera tout ça. J'ai une rente de 30 000 hommes. J'ai une rente de 30 000 hommes. Donc, parler des hommes comme si c'était une rente financière, c'est quand même... L'homme se trahit, il se trahit dans chacun de ses propos. C'est le grand avantage de votre livre et du livre de Thomas Flichy, de La Neuville, c'est que on lit du Napoléon dans le texte. Moi, ça fait 40 ans que je lis, je suis habituée à voir
l'homme derrière ce qu'il a écrit. Et c'est quand même pas beau, hein. C'est pas beau, je peux vous dire. C'est la folie des grandeurs, et puis là encore l'idéologie poussée. La folie des grandeurs. Poussée à son paroxysme qui effectivement mène à oublier les conséquences concrètes des actions, parce qu'on a en vue uniquement la finalité. Je vais peut-être vous choquer, mais vous savez, dans les histoires drôles, on dit toujours, dans un asile, il y a un homme qui se prend pour un fou. Il y a un homme qui se prend pour Napoléon. Il y a un fou qui se prend pour Napoléon. Mais moi, j'inverse la phrase et je dis, mais il était fou. Il était fou. Cette volonté de tout régler dans les plus grands détails de la ville, de la région, de la capitale, de Paris, de notre droit, notre santé, l'Église, enfin, vous savez ce qu'il a dit. Le pape, il voulait dominer les chrétiens. Et donc couper le cordon ombilical entre les catholiques et le pape, parce que, disait-il, ils volent les âmes et ils me laissent les cadavres. Mais là, on se dit, mais concrètement parlant, ça tourne au délire. C'est vrai, mais je pense pas que Napoléon soit le seul. Hein. Disons que... Non, ça ne me console pas. Il y a des gouvernements plus récents aussi qui ont cherché à décider des endroits où on avait le droit d'aller ou pas, des célébrations qui avaient le droit d'avoir lieu dans les églises ou pas. Donc c'est finalement cette volonté de régir absolument tout, très contemporain. de la vie, même avant même sa naissance jusqu'à la mort. C'est finalement le lot commun. Oui, mais c'est à Napoléon qu'on doit tout ça. C'est à Napoléon qu'on doit qu'il y a des préfets partout qui nous disent si on a le droit d'aller à l'église, combien on a le droit d'être à l'église, si on a le droit d'aller en procession et si on a le droit de manifester. Enfin, je veux dire, on est dans un pays complètement totalitaire. Et jacobin. Jacobin. Merci de faire le rapprochement. Dernière question, comment est-ce que vous expliquez que la Vendée se souvient autant ? Alors, je pense qu'en Vendée, il y a quelque chose de l'ordre spirituel, en fait, à ce niveau-là. C'est, avec tout ce qui s'est passé sur cette terre, ça laisse des souvenirs qui ne peuvent que remonter à la surface. Et il a fallu du temps, il en faudra encore, je pense, mais quand vous allez en Vendée, vous rendez compte partout de ce qui s'est passé. Et je vais vous raconter une anecdote à ce sujet. Il y a une église à quelques kilomètres de chez moi en Vendée, où j'avais situé pour une pièce de théâtre un drame où le soir de la nuit de Noël, il y aurait eu un massacre pendant une messe de Noël. Et en fait, en faisant des recherches quelques semaines après avoir écrit cela, je me suis rendu compte que ce qui était dans mon esprit une fiction... C'était la réalité. C'est exactement ce qui s'était passé. 200 fidèles qui étaient dans les bois, qui se sont rendus dans cette église pour faire une messe clandestine le soir de Noël et qui se sont fait massacrer par les Bleus qui sont rentrés à cheval. Et en fait, partout en Vendée, quand vous allez en Vendée, partout des histoires comme ça. À chaque coin de campagne, vous avez des croix, vous avez des calvaires qui ont une histoire. Donc forcément, ça finit par remonter, ça nourrit ce territoire. Et la Vendée, je pense, restera une terre de mémoire maintenant pour elle-même et pour le reste de la France. Et c'est ce que fait admirablement Philippe de Vigny avec Le Puy du Fou. C'est une terre de mémoire qui a commencé par raconter l'épopée vendéenne et qui va parler également du voyage de la Pérouse, des tranchées de 1914, de toute cette mémoire dont on a besoin en fait pour connaître notre passé. C'est terriblement nécessaire dans notre société. Et je pense que la Vendée a un rôle à jouer là-dedans. Ouais. Alors vous êtes bénévole, au Puy du Fou, et vous avez plusieurs rôles. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces rôles ? Alors je suis bénévole dans le spectacle nocturne, la Cinécénie. Voilà, comme c'est un grand spectacle et assez long, on fait plusieurs rôles par soirée, ce qui me permet de faire un soir le Vendéen, le lendemain le Bleu. Voilà, on tourne entre les rôles. Mais c'est effectivement quelque chose qui est très important pour moi, de pouvoir monter sur scène pour raconter une histoire, l'histoire de nos ancêtres, l'histoire de notre pays. Et c'est impressionnant de voir les foules de spectateurs qui viennent, qui pour certains ne sont pas au fait en fait de l'histoire de la Vendée, même de tout un tas de péripéties historiques, et qui en ressortent profondément touchés par l'émotion. Et cette émotion du spectacle et du théâtre,
elle permet ensuite d'ouvrir le spectateur à de nouveaux sujets. Elle suscite une forme d'intérêt et c'est pour ça que ça me tient à cœur à la fois de jouer mais aussi d'écrire. C'est un vrai moyen au service de la restauration de la France traditionnelle. Vous avez et puis ce Puy du Fou a inspiré beaucoup de gens qui créent à leur tour des lieux de mémoire. Il y a un château sur l'autoroute du Sud, au-dessus d'Avignon, qui a château de la Barbenne. Oui. Qui s'appelle... Alors, c'est Vianney d'Alençon qui a créé un parc voilà. qui ouvre, je crois d'ailleurs, en ce moment. C'est pour ça que j'en parle. Qui s'appelle le Rocher Mistral, sur l'histoire de la Provence. Oui. Et oui, effectivement, l'exemple du Puy du Fou a donné des idées à d'autres. Et il faudrait en fait que des lieux de mémoire comme ça puissent surgir partout en France. Parce que partout en France, il y a une mémoire à faire vivre, des traditions, du patrimoine. Et toutes les initiatives qui vont dans ce sens sont à encourager, bien sûr. Et ça va du petit spectacle sur le parvis d'une église, je pense au 15 août à Heuilly, près de Laon, où un ami, Hugues Losfeld, crée un spectacle tout à fait merveilleux. Chaque année, avec tous les volontaires du village, avec sa famille qui est nombreuse. Et je crois que cette année, c'est Jeanne d'Arc. Et ça plaît énormément et ça crée une cohésion dans le village qu'il n'y avait pas forcément avant, parce que c'est une façon de se faire connaître, de connaître les gens, de faire connaître les gens entre eux. Et évidemment, rendre leur histoire au peuple de France est un but extrêmement louable et qui a de plus en plus de succès. Parce qu'il y a un vrai besoin. On dit souvent que le déracinement déracine tout, sauf le besoin d'enracinement. C'est exactement ce qu'on constate aujourd'hui. Oui, c'est exact, oui. Ils ont besoin de savoir. Quand on parcourt les terres de l'Est, on voit tous ces cimetières de la guerre de 14. Quand on parcourt les bords de la Manche, entre Cherbourg et Honfleur, on voit tous ces cimetières qui parsèment les prés. Ces hommes qui sont tombés sont toujours présents, en fait. Il faut effectivement faire vivre cette mémoire. Et ce souvenir, c'est aussi préparer l'avenir, parce que quand je vois les cimetières militaires, ce que je me demande souvent, c'est est-ce qu'aujourd'hui, nous, les jeunes de 20 ans, 25 ans, on serait prêts, nous aussi, s'il le fallait, à partir pour une cause qui nous dépasse, notre pays, la France, parce qu'on vit dans une société qui est tellement aujourd'hui centrée sur elle-même, sur l'instant présent, dans le consumérisme, que cet amour de la France éternelle et puis cette conscience d'appartenir à quelque chose qui nous dépasse, qui nous a précédés et qui durera bien après nous, je pense que cette conscience, il faut la préserver, il faut la développer, parce qu'elle est vitale pour la survie de notre pays. Oui, alors je suis une femme, je suis une mère, le sacrifice de sa vie que les mères de l'époque de Napoléon ont fait pour que Napoléon aille faire, passez-moi l'expression, l'andouille à Moscou, non. Je veux dire, on cache son fils. Alors non. On cache son fils dans le saloir, mais on ne l'envoie pas à Moscou. Le sacrifice de tous ces jeunes hommes dirigés par des officiers infâmes qui ont envoyé dans la fournaise, sans aucun sens de l'économie des hommes, à Verdun et ailleurs, non.
il faut replacer les choses, il faut agir en amont. Et il ne faut pas mettre au pouvoir des gens qui utilisent les hommes comme de la chair à canon. Mais bien sûr, je n'appelle pas de mes voeux un nouveau Verdun. Mais j'espère simplement que le sens de l'engagement et de l'honneur vont perdurer. Ça, vous avez raison. Mais je crois que cette bataille du souvenir, ce respect du souvenir et cette célébration des héros sert à armer les jeunes âmes et les jeunes hommes. Non ? À armer, c'est-à-dire alors à les armer psychologiquement. Oui, ça permet effectivement d'avoir des héros, d'avoir des exemples et de sentir qu'on appartient à un tout, à une histoire. C'est complètement nécessaire. Et ça va d'ailleurs dans le sens du combat culturel qu'on peut mener par le spectacle ou le théâtre. Oui. C'est présenter des figures historiques. Alors, il ne s'agit pas d'écarter et de faire abstraction de tous les défauts de ces personnages historiques, mais voilà, se concentrer sur ce qui peut nous unir, des grandes figures de l'histoire. C'est la jeunesse en a besoin, bien sûr. La jeunesse en a besoin. D'ailleurs, vous me donnez l'occasion d'évoquer pour les auditeurs, les téléspectateurs de TV Liberté, moi aussi, je travaille dans le spectacle. Moi, j'enregistre des textes. J'ai enregistré La petite histoire de France de Bainville, que je vais bientôt mettre sur mon blog. Et j'ai enregistré des petites vies de saints. J'ai une amie que les téléspectateurs connaissent qui s'appelle Morissette Vialandru, qui a écrit déjà 130 petites vies de saints français, quelques saints indiens ou japonais, mais principalement français, de toutes les régions de France, et de tout type, grands aristocrates, modestes paysans, très jeunes, des femmes bien sûr, et ce sont des toutes petites vies de 15 pages, et elles sont très bien écrites, elles sont très efficaces, et c'est édité par Saint-Jude. Et donc, c'est des petits fascicules, 14-15 pages, donc à lire, c'est très rapide. On peut s'abonner pour recevoir chaque mois une petite vie de saint, et ça coûte 30 € à l'année. Et sinon, on peut seulement les écouter, mais c'est mieux quand l'enfant peut ouvrir son livre et entendre ma voix, lisant le texte. Ça, en plus, il apprend à lire plus vite. Super. Voilà, donc je voulais prévenir. Et ces textes seront sur mon blog, annebrassier.fr, et ils vous renverront à SoundCloud, qui est un procédé une espèce de boîte à musique où on trouve de tout, y compris des vies de saints. Donc il faut réoccuper le terrain partout. Merci beaucoup, Corentin Stemler. Merci à vous. On va remercier aussi Guillaume Bernard. Et quand il voudra, il pourra revenir nous parler de ce texte qui est brillantissime, encore une fois. C'est aux nouvelles éditions latines, L'Empereur et les brigands, le théâtre de l'histoire. J'aurais envie de changer le texte et de dire Le brigand et les Vendéens. Très bonne journée, chers amis de TV Liberté. Merci, Corentin Stemler. Vous avez des pièces éditées ? C'est la première. Mais je vous promets quelque chose, c'est pas la dernière. Bon, très bien. Alors, à vous revoir. Amis de TV Liberté, à bientôt.